Bonjour chers amis, c'est Hervé Choseville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la situation à Gaza, même si mon indignation, ma colère plutôt, face à l'indignation sélective de certains politiciens ou de certains médias n'a pas diminué. Je dirais seulement que, comme beaucoup d'entre nous, je me suis réjoui de la libération de quelques enfants otages des griffes des nazis islamistes, même si je trouve le chantage ignoble des terroristes répugnant. Je ne parlerai pas non plus de l'Ukraine, où l'hiver, le dur hiver, est déjà arrivé et où une partie de la population risque de se retrouver en cette période privée de chauffage et de lumière du fait des tirs délibérés de l'armée russe contre les centrales électriques. Je ne vais pas non plus évoquer des élections dans des pays exotiques, comme je le fais souvent, même si je tiens à saluer ici la noble attitude de l'ancien joueur de football du Paris Saint-Germain, devenu président de la République du Libéria, George Weah, qui, avant même l'annonce du résultat officiel de l'élection présidentielle dans son pays, a reconnu sa défaite et a même appelé le vainqueur, Joseph Boakai, pour le féliciter, malgré la faible marge qui les séparait à l'issue du second tour qui s'est tenu le 14 novembre dernier. Je me devais en effet de signaler cette attitude remarquable, tellement rare en Afrique et ailleurs. Donald Trump, par exemple, n'a toujours pas reconnu sa défaite lors de la dernière élection présidentielle aux États-Unis, il y a 3 ans. Non, aujourd'hui, j'ai décidé d'évoquer un événement que peu de médias ont mentionné, ou alors s'ils l'ont fait, cela a été sous la forme d'une brève ou d'un petit entrefilet. Le 10 novembre 2023, le Premier ministre tuvaluan, Kaosea Natano, a signé un traité avec le Premier ministre australien, Anthony Albanese. Par ce traité, en réponse au réchauffement climatique, l'Australie permet à tout citoyen tuvaluan d'émigrer en Australie et d'y bénéficier pleinement de droits sociaux avec un quota de 280 migrants par an. L'Australie s'engage à aider les Tuvalus à s'adapter au réchauffement climatique, notamment en construisant de nouvelles terres hors d'atteinte du niveau de la mer à Funafuti, l'atoll principal. Enfin, l'Australie se porte garante de la sécurité intérieure et de la défense des Tuvalus, les Tuvalus s'engageant en retour à ne signer aucun accord de sécurité ou de défense avec un pays tiers sans l'accord de l'Australie. Sans doute, certains de mes auditeurs n'ont jamais entendu parler des Tuvalus, tandis que la plupart auraient beaucoup de difficultés à situer cet État indépendant sur une carte. Je vais donc entamer mon propos avec un peu de géographie et, accessoirement, un peu d'histoire. L'État des Tuvalus, anciennement connu sous le nom des îles Ellice, est un État et un archipel polynésien situé dans l'ouest de l'océan Pacifique Sud, au sud de l'équateur, à 699 km au sud-sud-est de l'atoll d'Arurae, la plus méridionale des îles Gilbert, aujourd'hui connue sous le nom de Kiribati, et à 856 km au nord de Vanuatu, aux îles Fidji. Les Tuvalus sont un pays indépendant depuis 1978. Sa superficie totale n'est que de 26
km², soit un peu plus que le territoire communal de la ville de Bastia. Mais il dispose bien sûr d'un immense domaine marin. Il s'agit donc de l'un des plus petits États au monde, et sa population atteignait 11 342 habitants en 2020. La densité humaine y est donc très élevée, 436 habitants au km². Tuvalu est un archipel constitué de 9 atolls qui sont tous habités. Vaiaku en est le village principal, à Fongofale, sur l'atoll de Funafuti. Cet atoll fait 12 km de long, et l'endroit le plus large de cet atoll, abritant l'aéroport international dont la piste est longue de 1500 mètres, la largeur donc de cet atoll avoisine les 400 mètres. C'est là que vit la moitié de la population du royaume, un royaume dont le souverain n'est autre que Charles III. Tuvalu signifie en tuvaluan 8 ensemble, au sens de 8 atolls. Ce nom a été choisi pour désigner les 8 îles et atolls occupés par les Tuvaluans. Ces 8 îles et atolls sont Funafuti, Nanumanga, Nanumea, Nui, Niutao, Naku Fetao, Naku Laelae et Vaitupu. Un neuvième, Nyukakita, est occupé de manière permanente depuis 1989 seulement, donc après l'indépendance et le choix de ce nom qui signifie 8 atolls. Le peuplement de ces terres, qui affleurent à peine des eaux de l'océan Pacifique, est l'aboutissement d'un long processus migratoire qui s'est échelonné sur plusieurs millénaires. En 3000 avant Jésus-Christ environ, les ancêtres des Austronésiens, habitant alors le littoral de l'actuelle Chine du Sud, cultivateurs de millet et de riz, commencèrent à traverser le détroit de Formose pour s'installer dans l'île qui porte aujourd'hui le nom de Taïwan. Vers 2000 avant Jésus-Christ, des migrations eurent lieu de Formose vers le Japon méridional et les Philippines. De nouvelles migrations suivirent, des Philippines vers Célèbes et Timor, et de là vers les autres îles de l'archipel qui constituent aujourd'hui l'Indonésie. Vers 1500 avant Jésus-Christ, un autre mouvement, qu'on a appelé la civilisation Lapita, mena des îles de l'Amirauté vers les îles du Pacifique Sud, y compris l'Océanie lointaine, des populations entières. Les Austronésiens, dont font partie tous les Tuvaluans, sont parmi les plus anciens navigateurs de haute mer de l'histoire de l'humanité. La plupart sont des Polynésiens et sont arrivés tardivement de Samoa principalement. Certains sont des Micronésiens et semblent avoir été les tout premiers installés avant d'être envahis par les Polynésiens. Leur provenance est vraisemblablement le sud des îles Salomon ou le nord du Vanuatu, sans qu'il soit possible de préciser davantage. Vers le milieu du XIIIe siècle, les Tuvalu furent visités par des Tongiens, des habitants de Tonga. Il n'est pas certain que ceux-ci s'y soient installés. Les Tuvalu demeurèrent dans la zone d'influence culturelle, politique et militaire tongienne, avec de nombreux contacts entre les deux ensembles d'îles. Les étroits et fréquents contacts maintenus avec les voisins gilbertins, c'est-à-dire les habitants de l'actuel état de Kiribati, de langue micronésienne, expliquent la population actuelle de Nui. Cette dernière, baptisée Isla de Jesus, est visitée pour la première fois par un Européen en janvier 1568, avec l'arrivée de l'Espagnol Álvaro Mendaña y Neira. L'ensemble de l'archipel des Tuvalu
forment donc l'actuel État de Tuvalu, mais il a été baptisé au cours de sa longue histoire du nom de Ellis, un nom d'abord uniquement attribué à Funafuti par le capitaine Arent de Peyster en 1819. Edward Ellis était un homme politique et un marchand britannique. Dans les années 1860, des missionnaires samoans de la London Missionary Society s'installèrent sur l'île de Vaitupu. Ils y apportèrent le christianisme ainsi que l'alphabétisation à travers des bibles en langue samoane. Jusqu'en 1892, aucune véritable tentative de colonisation n'avait été entreprise. C'est donc en 1892 que les îles devinrent le protectorat britannique des îles Ellis. En 1916, Londres réunit le protectorat des îles Ellis et celui des îles Gilbert pour constituer la colonie des îles Gilbert et Ellis. En 1974, les différences ethniques et linguistiques et de développement dans la colonie poussèrent les Polynésiens des îles Ellis à voter pour la séparation d'avec les îles Gilbert. Ces dernières prirent alors le nom de Kiribati. Le 1er octobre 1975, les îles Ellis adoptèrent un nom autochtone en devenant la colonie britannique des Tuvalu. L'indépendance fut finalement accordée en 1978 sous la forme d'un dominion, la reine Élisabeth II demeurant chef de l'État en qualité de reine des Tuvalu. Formellement, les Tuvalu sont donc un royaume du Commonwealth, avec pour chef d'État le roi Charles III. L'établissement de la capitale et des services gouvernementaux sur l'atoll de Funafuti provoquèrent un phénomène d'exode depuis les autres atolls. En 2015, Funafuti regroupait 47% de la population tuvaluane, alors que cette population n'était que de 7% en 1884. Les Tuvalu sont une démocratie et une monarchie parlementaire. Charles III y est représenté par un gouverneur général. Le Fale Ifono est le parlement monocaméral du pays. Il exerce le pouvoir législatif. Ses députés sont élus au suffrage universel et le Premier ministre, chef du gouvernement, est issu de la majorité parlementaire. À 2 reprises, un référendum a été organisé en ce qui concerne la nature de l'État. Chaque fois, l'établissement d'une république y a été rejeté par la population et le statu quo a donc été maintenu. Le pays ne possède pas d'armée. La sécurité et les fonctions de surveillance maritime sont assurées par la force de police des Tuvalu. L'eau potable au Tuvalu est rare. L'eau douce provenant des lentilles d'eau souterraines des atolls est souvent impropre à la consommation en raison de la pollution causée par l'élevage de porcs. L'eau potable est donc importée ou récupérée à partir d'un système de récollection des eaux de pluie installé dans les maisons. En 2011, en raison du phénomène La Niña, les Tuvalu subirent l'absence de précipitations pendant plusieurs mois consécutifs, ce qui entraîna une grave pénurie d'eau potable. Sur cette terre, ou sur ces terres peu fertiles, le compost est l'engrais naturel idéal. De nombreux potagers sont installés devant les maisons. La culture des légumes traditionnels, pulaka et taro géants des marais, est devenue plus ardue, leurs racines qui s'enfouissent profondément dans le sol, supportant mal les infiltrations d'eau salée dans les terres du fait de l'élévation du niveau des eaux marines. Ces légumes sont pourtant fréquemment consommés, faisant partie de la cuisine traditionnelle des Tuvalu. C'est le traité signé le 10 novembre dernier avec l'Australie qui m'a donné l'idée de vous parler de cet archipel des Tuvalu aujourd'hui. En effet, les Tuvalu
on l'aura compris, sont menacés par la montée du niveau de la mer, en partie provoquée par le réchauffement climatique. Cette montée du niveau de l'océan est causée par le cumul de plusieurs facteurs. Ainsi, l'érosion côtière, aggravée par les activités humaines, affecte le niveau des eaux. Le facteur dominant est la hausse rapide du niveau de l'océan dans le Pacifique Ouest. Ce phénomène d'élévation du niveau de la mer est aggravé localement par le phénomène ENSO, acronyme anglais de El Niño, Southern Oscillation. En effet, ce phénomène conduit à la dilatation du Pacifique Ouest et à la contraction du Pacifique Est. Pour Tuvalu, le rythme de la hausse relative oscille entre plus de millimètres et moins 1 mm par an. En 2001, le gouvernement des Tuvalu a annoncé que les îles, dont le point le plus élevé est de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer, devraient être évacuées en cas d'élévation du niveau de l'océan si le réchauffement climatique général de la planète se poursuit. Mais il se peut que l'affaissement des atolls soit également un facteur secondaire de l'envahissement progressif par les eaux de l'océan. Vivant sur des îles basses sans plateau océanique, les communautés insulaires des Tuvalu sont particulièrement sensibles aux changements de niveau de la mer et aux tempêtes qui frappent les îles. La fréquence et la violence des tempêtes ont augmenté. À plusieurs reprises, les Tuvaluans ont dû évacuer momentanément leurs îles lors des marées de fortes eaux. Un plan de sauvetage a bien été proposé. Il nécessiterait un va-et-vient de vraquiers depuis un pays continental capable de fournir de quoi construire des digues et de rehausser le niveau du sol. Il coûterait des centaines de millions de dollars, somme dont les Tuvalu ne disposent pas et que personne ne semble disposé à offrir. Les Tuvaluans sont donc de plus en plus inquiets de la possible submersion des îles. Un nombre croissant d'entre eux a déjà quitté l'archipel. En 2002, le Premier ministre d'alors avait annoncé son intention de traîner les États-Unis et l'Australie devant la Cour internationale de justice de La Haye du fait de leurs émissions disproportionnées de dioxyde de carbone. Cette assignation n'a jamais eu lieu, mais la controverse qui s'ensuivit avait alors eu un grand retentissement médiatique. Cette médiatisation du problème a permis d'attirer l'attention sur les effets du changement climatique et a donné une certaine visibilité internationale au problème des îles. On ne peut pas ignorer cependant d'autres facteurs aggravants comme l'explosion démographique sur des îles aux ressources limitées, source de dégâts environnementaux. Depuis 1980, la population de Funafuti a plus que doublé, passant de 2000 à 4500 personnes, soit près de la moitié de la population des Tuvalu. Une autre cause majeure de l'engloutissement de l'île et de la salinisation de ses sources d'eau douce est l'installation d'un aéroport construit par les États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, qui a mis une part notable de l'île à quelques centimètres du niveau de la mer, causant des dégâts notables à la base corallienne de l'île. Toutefois, il paraît indéniable que le changement climatique pourrait accentuer ce phénomène. Son impact est visible sur les autres îles du Pacifique, notamment au Kiribati et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Lors de la conférence de Copenhague en décembre 2009, le Premier ministre des Tuvalu avait rappelé que son pays était menacé par la montée des eaux, due, entre autres, au réchauffement climatique, lui-même pour partie entraîné par l'activité humaine. Selon certains scientifiques, les Tuvalu devraient disparaître vers la fin du siècle, totalement engloutis par la montée des eaux. Sur ces ondes, j'ai déjà évoqué la dramatique situation
des îles Carteret, ces atolls situés à 86 km au nord-est de l'île de Bougainville, qui sont en train de disparaître. Mais la grande différence entre Carteret et Tuvalu, c'est que Carteret est un territoire dépendant d'un autre État, alors que Tuvalu, nous l'avons vu, est un pays indépendant. Les habitants de Carteret peuvent être réinstallés à Bougainville ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors que si le traité du 10 novembre dernier n'avait pas été signé avec l'Australie, aucun échappatoire n'aurait existé pour le peuple de Tuvalu. Les Tuvalu n'ont presque aucune ressource naturelle. La principale source de revenus est l'aide étrangère. Les activités principales sont la pêche et le tourisme. Mais en raison de l'éloignement de ces îles, seul un nombre restreint de touristes, autour de 1500 personnes par an, visitent l'archipel. Il n'y a d'ailleurs qu'un seul hôtel, le Waiaku Langi Hotel, situé à Funafuti. Le PIB, qui s'élevait à environ 60 millions de dollars en 2021, est le plus faible du monde. Tuvalu dispose cependant, grâce à l'Internet, d'une ressource originale. .tv ou .tv étant le domaine national réservé à l'État des Tuvalu, ce domaine est devenu au fil des ans très populaire, TV ou TV étant l'abréviation de télévision dans plusieurs langues. Le nom de domaine .tv a en effet été ouvert à toutes les entreprises de tous les pays par le gouvernement des Tuvalu depuis 1998. En l'an 2000, la gestion et la commercialisation du nom de domaine ont été cédées par le gouvernement des Tuvalu à la société .tv pour 12 années pour 50 millions de dollars américains. Cette vente a apporté d'importants revenus au micro-État qui était, avant la vente de l'extension de domaine Internet, l'un des pays les plus pauvres du monde. La société .tv est détenue à 20% par le gouvernement des Tuvalu. Cela a permis d'augmenter le PIB de 50% et de financer l'électrification ainsi que la scolarisation des enfants et des jeunes. En 2016, le nom de domaine rapportait 2 millions de dollars par an au gouvernement des Tuvalu. Comme quoi, le développement de l'Internet a parfois du bon et des effets pour le moins inattendus dans certains pays. Certes, un accord a été trouvé entre Tuvalu et l'Australie. Même si ces îles devaient finalement être submergées par les flots, leur population, qui, rappelons-le, est de moins de 12 000 habitants, pourra être transplantée sur le vaste continent australien avant l'inéluctable. Du point de vue du droit international, qu'adviendra-t-il alors de l'État de Tuvalu, un État internationalement reconnu, membre de l'ONU? Cessera-t-il alors juridiquement d'exister? Son siège à l'ONU sera-t-il supprimé? Que deviendra son vaste domaine maritime? Autant de questions sur lesquelles sont certainement déjà en train de se pencher nombre de juristes internationaux. D'autant que d'autres États du Pacifique risquent de subir le même sort que Tuvalu. Il s'agit des îles Marshall, de Nauru et de Kiribati, 3 pays également indépendants qui n'ont pas encore signé d'accord avec l'Australie ou avec tout autre pays pour permettre à leur peuple de s'y réfugier. Dans l'océan Indien, un autre pays pourrait disparaître à cause de la montée du niveau de la mer. Il s'agit des îles Maldives, très touristiques, beaucoup plus peuplées que tous les États du Pacifique que je viens de citer. 400 000 habitants peuplent ce pays indépendant depuis 1965, dont le point culminant s'élève à 2,3 mètres au-dessus du niveau de l'océan. Où iront-ils le moment venu, ces 400 000 habitants? Le pays le plus proche est l'Inde, situé à 612 km au nord-est de l'archipel. Mais je doute fort que ce pays accepte, avec joie, d'accueillir un surcroît de population musulmane. D'autant que le Bangladesh, autre pays voisin et musulman de l'Inde, risque d'être en partie
submergés par la montée des eaux. Or, le Bangladesh, pays constitué par le confluent de deux gigantesques fleuves et par un non moins gigantesque delta, a une population de 163 millions d'habitants pour un territoire de seulement 147 000 km². Car ce ne sont pas que des îles qui vont disparaître. Des portions considérables de pays continentaux et bas, comme le Bangladesh, risquent également d'être en partie submergés par les flots. En Europe, 47% de la population des Pays-Bas vit dans des zones conquises sur la mer. Et ce pays est donc directement menacé, comme le sont aux États-Unis les régions de Cape Canaveral en Floride et de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. En Chine, la mégapole de Canton et ses près de 13 millions d'habitants sont également menacés. À un niveau moindre, nous savons, ici en Corse, que le littoral de la plaine orientale est lui aussi attaqué. Nous avons pu constater que les plages se rétrécissent, voire disparaissent, et que des maisons sont menacées. Il s'agit donc d'un problème planétaire qui nous concerne tous et pour lequel un effort global devra être fait pour sauver ce qui peut l'être et pour mettre les populations concernées à l'abri. Mais pour Tuvalu et pour d'autres nations insulaires du Pacifique, ainsi que pour les Maldives, dans l'océan Indien, il est sans doute déjà trop tard. Voilà ce que je souhaitais vous dire au sujet de Tuvalu et de la montée des eaux. J'espère que cette émission vous a intéressé et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Panorama Info.